Je laisse la parole à mon ami Philippe. Merci à tous les trois. La bonne nouvelle, comme le disait Jean-Michel, c'est qu'on n'a pas le choix. Exactement. Voilà, comme ça, la réflexion est simple. On a le choix de la vitesse. Exactement. Je vais maintenant passer la parole à une personne qui est virtualisée, puisqu'il s'agit de Hugues Gagnereau, de la société GESA Prado, qui se trouve donc physiquement à Marseille. Et nous communiquons par Microsoft Teams. Désolé, encore un GAFA. Et donc je vais laisser Hugues, tu nous entends ? Bonjour à tous. Parfait, ça fonctionne. Donc nous allons parler cyberassurance parce que malgré tout ce que nous venons de dire ensemble, on va quand même être attaqué, ça va quand même arriver. Et s'il est un secteur d'activité qui s'est aussi transformé, eh bien c'est le monde de l'assurance. Donc je laisse la parole à Hugues. Merci Hugues. Et s'il y a des questions, oui, bonjour à tous. Je fais circuler le micro de façon à ce que oui, sinon Hugues entende. ne vous entendra pas et ce ne sera pas pris dans la vidéo. Donc on utilisera le micro si vous voulez bien, on se tient à votre disposition. Alors, merci à tous. Je ne sais pas si le slide apparaît sur l'écran. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok, donc vous avez le slide sur la présentation du risque cyber. Et si cela vous arrivait, voilà ce que l'on a, effectivement. Parfait. Ben, écoutez, peut-être un mot de présentation avant de démarrer ce focus sur l'assurance cyber. Le groupe GESA Prado est un groupe marseillais de courtage en assurance. Notre métier est d'accompagner les entreprises du territoire entre Montpellier et Nice, que ce soit des petites entreprises start-up dans l'innovation ou des très grandes entreprises considérées comme des grandes ETI du territoire à plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Nous intervenons sur la globalité de la cartographie des risques. Et le risque cyber et le risque de fraude est un risque qui devient de plus en plus important et systémique, sur lequel nous intervenons dès 2016 avec une expertise très forte. Alors peut-être un mot je dirais, de contexte. C'est important de le resituer. Aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent être évidemment touchées, petites, grandes ou moyennes. Le risque cyber est devenu la deuxième préoccupation des chefs d'entreprise en termes de risque. Le premier étant le risque d'appro et de logistique, et le troisième étant le risque climatique. Donc, c'est vous dire à quel point la sensibilisation des chefs d'entreprise, des DAF, des RAF, des RSSI ou des risques managers est très, très, je dirais, axée sur le risque cyber. Alors, déjà, la première chose, peut-être 2-3 chiffres, je ne veux pas vous inonder de chiffres, je veux que cette présentation soit très pratico-pratique et très boîte à outils pour qu'éventuellement vous ayez des questions, que vous puissiez les poser de façon extrêmement interactive. Le marché du cyber en France, c'est grosso modo 250 millions d'euros de primes d'assurance collectées qui seront collectées selon les derniers chiffres que je peux avoir sur 2022. Sur ces 250 millions d'euros de primes d'assurance, vous en avez grosso modo 80% qui sont des primes payées par des grands groupes, ce qui veut donc dire que les TPE et les PME sont très, très, très mal assurés. Alors, il y a plein de raisons. La première, c'est la faisabilité d'un transfert de risque. Ça veut dire que très concrètement, comment nous en tant que courtier, nous avons une méthodologie qui est très simple, qui est celle déjà de qualifier le risque et de voir s'il y a capacité ou pas de le transférer sur une police d'assurance avec un porteur de risque. Il y a, au moment où je vous parle, beaucoup d'entreprises qui souhaitent être assurées en cyber et en fraude et qui ne peuvent pas, pour une raison très simple, c'est que leur système d'infrastructure réseau n'est pas mûr. Il n'y a pas de prévention suffisante, le système est trop perméable et il n'y a pas d'aléa. C'est un peu comme si on demandait d'assurer des usines sans qu'il y ait contre le feu, qu'il n'y ait pas de sprinklage. Ce qui veut donc dire qu'il y a déjà un problème d'éducation, de maturité de certaines entreprises qui n'ont pas fait cet effort de prévention des risques. Deuxième chose, on qualifie à travers des questionnaires qui sont de plus en plus précis. Alors là, il faut bien distinguer trois marchés qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Le premier marché, c'est le marché de la toute petite entreprise qui fait, allez, on va faire des chiffres ronds, moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc des très petites entreprises. Là, c'est ce que j'appelle moi des polices tickets. On donne en général 1 million de garanties sur ces polices cyber, un questionnaire très simple
Oui, non, oui, non, oui, non. C'est du déclaratif. Si le client répond je dirais aux attentes des questionnaires cyber des assureurs, à ce moment-là, la garantie est accordée. Deuxième marché, celui de la PME ou de la petite ETI, puisqu'on est sur un territoire où il y a très peu d'ETI, je dirais, contrairement à Lyon, au bassin parisien. Donc là, on va parler de sociétés qui ont pour faire très très large, entre 5 et 100 millions de chiffre d'affaires. Donc là, on passe par une qualification qui est beaucoup plus précise, avec un questionnaire beaucoup plus élaboré et souvent, selon la nature des questions, on passe par des phases d'audit. Alors, des phases d'audit simples ou un peu plus techniques. On passe par même des scorings, et on passe même par des pen tests, c'est-à-dire que on se fait passer pour des hackers éthiques, on regarde si vraiment le système est perméable ou pas, quelles sont aujourd'hui les réactions et les solutions, les réactions voilà, suite aux attaques virtuelles. Et en fonction de cela, on donne des recommandations ou pas, parce qu'il y a des entreprises qui sont extrêmement bien déjà préventées. Et puis, il y a le dernier marché qui est le grand groupe. Alors là, le grand groupe, on passe véritablement, là, on a des équipes qui sont en place, on passe par je dirais, un vrai audit digne de ce nom. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en capacité de faire ces audits. Les Big Five, hein, les gens comme Deloitte, Ernst Young, KPMG et autres font aujourd'hui beaucoup de business sur l'audit cyber quand il s'agit de très grands groupes. On les accompagne également, puisqu'on a aujourd'hui en portefeuille plus de 150 sociétés qui sont assurées en cyber au sein de notre cabinet. Mais sur des très très grands groupes, on en a moins d'une dizaine. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, je dirais que le territoire est composé principalement de PME et c'est notre cœur de cible. Euh, Quoi vous dire d'autre? Vous dire que je dirais que la première chose, c'est peut-être d'avoir en interne une politique qui permette aux ensembles des équipes d'être conscientes du risque cyber, qui n'est pas qu'un risque externe. C'est un risque aussi interne, où il peut y avoir de la malveillance, il peut y avoir des mauvaises pratiques, et il peut y avoir, je dirais, des risques associés sur cette partie-là. Peut-être faire aussi pour les gens qui n'ont pas encore complètement de nuances. Alors, quels sont les événements? Peut-être, c'est un peu pédagogique. Là, vous avez sur la slide quelques exemples de risques et d'événements. Le premier événement qui est couvert en cyber, c'est évidemment la malveillance, je viens d'en parler, interne et externe, les attaques virales, ce qu'on appelle les ransomware et autres. Il y a évidemment des attaques qui créent des dénis de service et on couvre des pertes d'exploitation qui sont liées à ces dénis de service. Il y a des intrusions avec piratage, éventuellement piratage également téléphonique. On en parle un peu moins, mais il y a beaucoup de piratage téléphonique avec des sinistres très importants qui s'opèrent. Vous avez également l'atteinte aux données avec la responsabilité de tiers de confiance vis-à-vis de votre responsabilité et de la RGPD. Parce que si une entreprise détient des datas qui sont confidentielles et qu'elles sont piratées, évidemment, le risque lié en consécutif est important pour l'entreprise. Alors que la fraude, c'est différent. La fraude, je pense que je peux vous donner deux, trois petits exemples. La fraude, bah, c'est usurpation d'identité, c'est le fait que on puisse peut-être détourner des fonds par des moyens illégaux. On n'est pas sur de l'attaque d'infrastructures et de détournement de data avec une intrusion dans le système. C'est plus je dirais, de la fraude par ruse, mais qui aussi peut causer évidemment des problèmes très importants en termes de trésorerie. Euh, voilà, à ce stade, voilà à peu près ce que je peux vous dire. Alors, peut-être, je vais vous passer une cartographie très simple qui va vous donner à tous une lecture peut-être plus globale de la cartographie des risques.
sur ce document qui se veut volontairement très simplifié, on a voulu indiquer à nos interlocuteurs dans une démarche de couverture des risques et d'optimisation qu'il y a 3 grands items à regarder quand on parle de risque. On parle des biens de l'entreprise et de tout ce qui concerne le dommage, et c'est le mot qui est employé dans notre métier. Là, on couvre évidemment tout ce qui est usines, locaux, outils de travail, flotte automobile et autres. On protège évidemment les marchandises. C'est le pavé en rouge qui est sur votre écran. Vous avez le cœur du réacteur qui est le pavé orange, c'est-à-dire comment on assure la responsabilité civile d'une façon générale avec tout ce qui est RC, environnement et autres sur la partie orange. Et puis, on retrouve là le cyber juste sur le pavé du bas, toujours en orange, où là, on a aujourd'hui quasiment ouais, des demandes qui nous sont récurrentes. Alors, il faut savoir que le marché est évidemment porteur pour nous, dans le sens où aujourd'hui beaucoup d'entreprises ne peuvent pas travailler sur certains marchés si elles ne montrent pas patte blanche en termes de sécurisation de leur activité et de leur système infrastructure et réseau. Donc ça, c'est très important. Et puis enfin, le pavé bleu est un pavé qui couvre plus les risques liés au capital humain et également en bas à celui qui est lié au BFR, au poste client, l'assurance des risques financiers, d'une façon générale. Donc, dans cette démarche globale, évidemment, le cyber a pris une importance considérable, même si ça reste aujourd'hui pour nous une petite partie du business, puisque je pense que ça doit représenter peut-être moins de 2 ou 3% de notre chiffre d'affaires, mais pour autant, c'est un risque très différenciant où il faut avoir une approche où on puisse être certain d'apporter une solution complète, tant sur la qualification en termes d'audit, parce qu'il y a, encore une fois, j'insiste, quelques entreprises aujourd'hui qui ne peuvent pas être assurées. On ne trouve pas de solution auprès des 4 ou 5 compagnies, y compris des compagnies très spécialisées sur ce risque, tout simplement parce que l'effort de prévention et de sécurisation n'a pas été fait correctement. Et donc, l'assureur juge qu'il n'est pas en capacité de respecter l'aléa du risque et ne peut pas couvrir et donner une garantie en conséquence. Autre petite remarque de fond, c'est les capacités. Donc, les capacités comme c'est un marché qui est relativement neuf, puisqu'on a commencé à parler de cyber en 2016-2017, et puis aujourd'hui, c'est devenu quotidien, les capacités se sont réduites, le marché est devenu un peu plus mûr, on a un track record sur les sinistres qu'on n'avait pas avant, donc tant en termes d'intensité que de fréquence, ce qui signifie que très naturellement, il faut trouver des fois des solutions qui sont sur des architectures, je dirais, de co-assurance, où on arrive à trouver des capacités en mettant sur un seul et même risque plusieurs assureurs selon la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Voilà, mais en tous les cas, le message que je voudrais délivrer, c'est que en fait, c'est très méconnu. Les gens ont peur du cyber parce qu'ils ne savent pas trop de quelle façon prendre le sujet, qu'il n'y a pas toujours la compétence en interne dans l'entreprise, et que on a toujours un peu le sentiment que ça ne sert pas à grand-chose et que le jour où il y a un délit de service, l'assureur ne paye pas. Je peux vous dire que j'ai été confronté à plusieurs sinistres. Heureusement que les entreprises étaient assurées en cyber parce que les pertes d'exploitation qui étaient générées immédiatement par déni de service étaient absolument très, très importantes. Et donc, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Et quand on parle d'une TPE, je vous l'ai dit tout à l'heure, les entreprises de moins de 3 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, on peut aujourd'hui trouver 1 million de capacités, ce qui est déjà beaucoup. Et ce sont des primes d'assurance qui ne sont pas très, très, très onéreuses, puisqu'on est à 3 4 000 euros par an de primes d'assurance cyber. Je ne parle que du cyber sur ce point. Et c'est donc à la portée de n'importe quelle entreprise. Et ça me paraît important d'être garanti aujourd'hui sur ce point. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour brosser, je dirais, un portrait un peu de l'assurance cyber et du marché. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Je vais aller par là. D'accord.
Bonjour. Oui, bonjour. Juste pour un ordre d'idée, parce que nous on a fait ce travail-là, quel est à peu près le pourcentage d'entreprises qui disposent d'une cyberassurance Alors, au tout à global? l'heure, tout à l'heure, je vous ai indirectement répondu parce que je vous ai dit que 80% Ouais, en gros du business était pris par les ETI. Les chiffres qu'on peut avoir de l'AMRAE, qui est le grand salon annuel de la gestion des risques et des assurances, nous dit que à ce stade, il y aurait que 18% des ETI, ce qui est très faible, qui sont assurés et 6% des PME. En revanche, et paradoxalement, les très petites entreprises sont plus équipées. Alors, probablement parce que, euh, prenons un exemple pratico-pratique d'un gros cabinet d'expertise comptable qui a des datas évidemment extrêmement confidentielles de la part de ses clients, qui a une nécessité absolue de les protéger, puisque en cas de perte, il est directement tenu responsable. Ce sont des polices qui sont peu onéreuses et qui sont plus répandues et donc plus souscrites que la PME et l'ETI, qui ont une mauvaise information, me semble-t-il. Il y a beaucoup de pédagogie à faire parce que dans l'inconscient collectif, les gens trouvent évidemment que c'est un sujet qu'il faut ouvrir, il faut de la compétence, de la disponibilité, et tout le monde pense que ça coûte très cher. Or, il y a des polices d'assurance euh, selon, encore une fois, la nature du risque qu'il faut qualifier, bien sûr, ne sont pas si élevés que ça. Et à mon avis, ça mérite la réflexion de se poser la question de oui ou non, on y va ou on n'y va pas. Mais c'est de la méconnaissance, bien souvent. Oui, après, ce qui était intéressant, nous, on a fait ce travail-là, et c'est vrai qu'on demande une certaine maturité quand même. Les questionnaires sont assez complets et demandent vraiment une maturité assez élevée. Ce qui est intéressant aussi sur les assurances, c'est la partie cellule de crise, gestion de la cellule de crise, et l'accompagnement Oui, là-dessus qui est très intéressante sur ce type d'assurance en fait. absolument. Puisque dès qu'il y a je dirais, l'attaque, il y a tout de suite, je dirais, la main qui est prise sur le système et qui permet de gérer, en effet, la totalité. Et là encore, si vous voulez, quand on qualifie les risques, vous avez l'air de connaître le problème. Il y a des questions qui sont posées sur les PCA qui sont déjà mis en place ou pas. Est-ce qu'on a déjà veillé et réfléchi à la façon d'eux? Enfin, il y a plein de choses qui nous permettent d'avoir des indicateurs sur la maturité de l'entreprise et des dispositions que l'entreprise a prises ou pas en cas d'attaque. Merci. Autre question? J'en profite d'avoir le micro du coup. Euh, ouais, après je vous le rends. Bah nous oui, on est passé par une assurance aussi, donc on est passé par le questionnaire forcément. Je voulais savoir si comment vous montez le questionnaire et est-ce que vous vous basez sur un référentiel particulier pour les questions qui sont composées qui sont mises dans le questionnaire. Alors, nous, comme on travaille le risque depuis de nombreuses années et que euh, on a quand même un peu d'expérience sur le sujet, je pense qu'on doit être un des acteurs majeurs sur le sujet depuis maintenant 3 4 ans. On a, plutôt que par facilité, envoyé le questionnaire de l'assureur. En fait, vous avez allez, on va dire, si je suis très très large, vous avez 4 compagnies sérieuses qui sont en capacité de répondre sur le risque cyber. Après, vous avez plein de courtiers grossistes qui font de la pub partout sur Internet, qui font des polices packagées, mais je considère que c'est pas la même démarche. Et de ces 4 compagnies, nous, on a volontairement fait la synthèse pour que ça puisse être le plus exhaustif et le plus simplifié possible, sachant que on passe du temps et on aide bien souvent, selon qui nous avons en face, l'interlocuteur à remplir ce questionnaire. Donc nous, on a fait notre propre questionnaire qui est la synthèse des 3 4 compagnies, de telle sorte que selon la taille de l'entreprise, selon son secteur d'activité, ben, on peut éventuellement adapter le questionnaire et le simplifier ou au contraire, je dirais, l'adapter à l'activité de notre client. Mais c'est notre questionnaire, donc c'est la synthèse de ceux qui sont pratiqués par les compagnies. Traduction, c'est pas un questionnaire Annecy, par exemple. Non, 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 pas du tout. Par contre, j'imagine qu'on va retrouver des thèmes très similaires, puisque Oui, l'ANSSI a été bien quand même sûr, très productif dans ce domaine-là. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bonjour Michel. Je voudrais savoir si le fait d'être assuré cyber a un effet sur la concurrence entre entreprises en disant je suis assuré cyber et le voisin ne l'est pas.
Est-ce Tout qu'un à l'heure, je label, l'ai un voilà, petit un peu label. évoqué. Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que c'est devenu un prérequis. Si vous n'êtes pas assuré correctement et en cyber et en fraude et que vous n'avez pas pris des dispositions pour respecter, je dirais, alors, je ne vous parle pas des appels d'offres, hein. Les appels d'offres, c'est juste une évidence. Il faut absolument montrer patte blanche. Mais je parle de gré à gré sur des business. Évidemment que le fait d'être en cyber peut être un avantage concurrentiel sur le fait de ne pas l'être. C'est évident, on le voit. Ça, Mais j'ai envie de vous dire qu'on ne devrait même pas se poser la question parce que aujourd'hui, c'est une évidence pour moi d'être assuré en cyber. C'est comme si vous me disiez, je suis pas assuré contre le vol, contre mes entrepôts. Enfin, ça me paraît une telle évidence. Aujourd'hui, on a eu des démonstrations absolument euh, incroyables de la part de sociétés tiers qu'on a mandatées dans le cadre de Pentest, où nos interlocuteurs nous disaient, mais non, nous, on craint rien, on a fait ce qu'il fallait, etc. On avait déjà audité, etc. Et en moins de 2 heures, on prend la main sur le système de la comptabilité de l'entreprise et on lui dit montre par A plus B qu'il est absolument pas sécurisé. Et c'est aujourd'hui, il faut voir le niveau de technicité des hackers. Donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je pense que ça fait partie d'une gestion des risques. On intègre le risque cyber comme on intègre le risque flotte automobile, le bris de machine ou RC environnemental, puisque quelqu'un qui, je sais pas moi, qui serait imprimeur ou papetier aurait obligation d'avoir une RC environnementale. Et ben, de la même chose pour la partie cyber, ça me paraît juste une évidence. Mais encore faut-il, j'insiste, que l'entreprise ait pris déjà des dispositions en termes de prévention. Voilà. Et c'est souvent malheureusement pas le cas parce que personne ne veut payer et au bout du bout, c'est des questions d'investissement. Et justement, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a une classification des différents... Vous êtes courtier, vous avez sélectionné un certain nombre de groupes derrière qui assurent. Est-ce que d'être assuré chez AGF ou une petite entreprise du coin a le même label, comme disait monsieur, ou une classification en disant gold, silver, ou j'ai une Non, assurance tout risque ou minimum, quoi, en gros. non, pas véritablement, parce qu'en fait, c'est le contenu même de la police. Après, vous avez des compagnies qui ont toutes un segment cible de marché. AXA XL, par exemple, va travailler sur du grand risque. Des gens comme Hiscox vont travailler plus sur de la PME. AIG ou Chubb, ça sera sur plutôt de l'ETI. Donc, on va être, en fait, selon la nature du chiffre d'affaires, de la taille de l'entreprise et aussi du business, parce que si on a des entreprises qui ont des sites marchands, là, il y a des compagnies qui sont plus spécialisées sur le site marchand que d'autres. Mais en réalité, il n'y a pas A plus pour telle ou telle compagnie plutôt que pour une autre. C'est juste une question je dirais, d'adéquation entre le marché, le risque et la couverture. Euh, oui, moi j'avais une petite question. On parle de perte d'exploitation depuis tout à l'heure. Euh, Qu'en est-il pour les ransomware? C'est-à-dire, quand on arrive à la rançon, est-ce qu'aujourd'hui, le payer la rançon reste quelque chose de légal? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être pris en charge par une assurance ou c'est plus d'actualité? Alors, votre question est probablement pas innocente. En effet, c'est tout à fait d'actualité puisque euh, il y a un nouveau cadre réglementaire qui est en train d'être étudié à Bercy sur le fait que aujourd'hui, les assureurs ont annoncé ne plus vouloir indemniser les attaques en ransomware. Et en septembre, donc c'est très récent, il y a un peu plus de 2 mois, Bercy a proposé d'intégrer une mesure destinée justement aux cyber-rançons dans le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, afin d'obliger les assureurs, je vous lis texto, je m'attendais à la question, c'est pour ça que j'avais préparé la réponse, afin d'obliger les assureurs à indemniser les entreprises victimes, à la seule condition de porter plainte. Alors tout ça est un peu un flou artistique, mais le Bercy est tellement conscient du risque qui est devenu, je le répète, systémique, où l'aléa est quasiment plus de mise, puisqu'on sait tous que n'importe quelle entreprise peut se faire attaquer,
c'est juste une question de quand, mais qu'aujourd'hui, ils essaient de s'adapter. Mais rien n'est figé et tout est en discussion. Donc tout est extrêmement complexe. C'est exactement ce que nous avons vécu, rappelez-vous, il y a 2 ans, avec les pertes d'exploitation consécutives au Covid qui n'étaient pas couvertes par aucune compagnie d'assurance. Là encore, il y aura probablement un nouveau risque systémique dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. On ne le sait pas, mais il y en aura d'autres. Et donc, est-ce que cette fois-ci, les pertes d'exploitation seront garanties par nature? Donc là encore, le gouvernement est en train d'y réfléchir, puisque il faut que, pour que cela puisse être pris en compte, il y ait en face, bien évidemment, des primes qui soient collectées pour payer les sinistres, puisque les pertes d'exploitation s'élevaient à plusieurs milliards d'euros suite au Covid. Donc c'est un peu le même raisonnement pour les rançons. Rien n'est figé, mais ils sont en train d'y réfléchir. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Bonjour, bon Cissé. Bon, mais ma question est relativement reliée en fin de compte à la précédente. C'était, il y a des rapports qui ont été publiés qui indiquaient clairement qu'il y avait des groupes de hackers qui ciblaient spécialement des sociétés qui avaient contracté des assurances cyber. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, j'ai pas de chiffres là-dessus. On a des chiffres sur je dirais les taux de saturation, mais on n'a pas de chiffres sur ce. C'est vrai que les gens pensent que, puisque les hackers sont évidemment extrêmement, c'est comme la fraude, hein, comment peut-on encore aujourd'hui, en 2022, être chef d'entreprise et d'avoir eu la naïveté de ne pas organiser un process de décision dans le cadre de virements bancaires qu'on autorise ou qu'on n'autorise pas. On a aujourd'hui des sinistres en fraude incroyables où des boîtes de plus de 20 millions d'euros, et évidemment je ne citerai pas leur nom, ont été victimes d'usurpation au président et ont fait des virements alors qu'ils n'auraient pas dû le faire à des tiers. C'est un peu la même chose pour le cyber. Les hackers savent exactement comment vous êtes organisé et qui peut payer quoi. Alors, probablement que ça serait intéressant d'avoir des chiffres, mais je me demande comment on pourrait avoir ces chiffres, parce que c'est ça la vraie question. Parce que je pense que tout le monde ne se vante pas d'être attaqué. Au contraire, c'est un préjudice d'image important. Et si une entreprise montre une certaine vulnérabilité et une incapacité à protéger ses propres datas, celles de ses clients, ses fournisseurs et de ses salariés, ça fait un peu désordre, donc ça sera très compliqué pour obtenir ces chiffres. Mais il y a encore une certaine naïveté, ça c'est une évidence. Oui, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Granereau, vous m'entendez aussi? Oui, bonjour, Kevin Edon, le délégué de l'ANSSI. Je suis intervenu sur une table précédente. Je profite juste de rebondir par rapport à ce que vous avez dit là sur le parti paiement des rançons, en donnant quelques éléments. Déjà, effectivement, vous avez raison, il y a eu des réflexions qui étaient en cours côté gouvernement, mais qui sont un peu plus loin que ça, puisqu'il y a eu un projet de loi, que ce projet de loi est actuellement dans la navette parlementaire, qu'il a d'ailleurs subi ou vécu des amendements. Peut-être juste repréciser que l'obligation n'est pas tant sur le fait de payer la rançon côté assureur, mais de conditionner ce paiement de la rançon à un dépôt de plainte préalable. C'est ça le vrai sujet, hein. On n'est pas en train de dire qu'on veut obliger le paiement de la rançon, on est en train d'obliger le dépôt de plainte préalable à tout éventuel paiement de rançon. Donc c'est ça qu'il faut qu'on garde à l'esprit. La nuance est un peu importante. Après, peut-être juste en profiter, et là je pirate votre intervention, vous m'en voudrez pas trop, pour rappeler le point de vue de l'ANSSI sur le paiement d'une rançon, donc qui est un point de vue volontairement technique sur ce sujet-là. C'est-à-dire que évidemment qu'on a tous l'image comme quoi le fait de payer la rançon, c'est de payer un criminel finalement. Mais l'ANSSI s'interdit tout jugement moral par rapport à ça, parce que c'est facile de dire ça dans votre tour d'ivoire en tant que service de l'État, alors qu'il y a quelqu'un qui a potentiellement mis 10, 15, 20, 30 ans de sa vie dans une entreprise et qui risque de couler. Donc nous, on ne va pas se placer sur le plan moral par rapport à ça. Par contre, ce que l'on veut rappeler, ce que notre directeur général a encore fait récemment, c'est de dire que payer la rançon est souvent une fausse bonne idée. Pourquoi c'est souvent une fausse bonne idée? Parce que déjà, le paiement de la rançon ne garantit pas la restitution des données.
pour plein de raisons. La première, c'est que ça peut être déjà que le pirate a prévu d'essayer de gagner encore plus d'argent. Donc finalement, vous lui donnez, je dis n'importe quoi, 5 000 €, pourquoi pas vous demander 10 000. Deuxième point, c'est parce que parfois, il aimerait bien vous le rendre, mais ça ne marche pas. Parce que le déchiffrement, parfois, selon le rançongiciel, en fait, c'est d'abord une destruction et pas vraiment un chiffrement. Et puis parfois, ça ne marche pas comme prévu, ça reste un dev, hein, donc un dev, ça peut bugger. Et puis aussi parce qu'il y a des données qui ne se rétablissent pas, parce qu'elles ont été chiffrées à la volée et que c'est compliqué derrière. Ça peut, au-delà du fait que ça ne marche pas, ça peut aussi générer d'autres effets qui ne sont pas systématiques, mais qui existent. Le premier, c'est que quand on paye la rançon, parfois, l'entreprise se sent un peu exonérée de corriger ses faiblesses. Parce que finalement, elle a essayé, et peut-être réussi, je lui souhaite, finalement, de rétablir son système. Et or, ce fait finalement de ne pas avoir corrigé ses faiblesses fait qu'on est encore exposé. Deuxième point, et je vais quand même le nuancer parce qu'on a vite tendance à le sortir comme la vérité absolue, ce n'est pas le cas. Mais ce que l'on voit quand même, c'est que l'activité criminelle, c'est une activité économique, mais criminelle, où il essaie de gagner de l'argent. Et lorsqu'une entité paye une rançon, elle rentre dans un nouveau fichier, le fichier des bons clients. Et que, même si ce n'est pas systématique, même si ce n'est pas automatique, il ne faut pas généraliser ça en disant c'est toujours le cas, ce n'est pas le cas. Néanmoins, ce qu'on observe quand même, c'est des gens qui ont payé des rançons et l'information est connue, et donc ils se font réattaquer par les mêmes ou par d'autres. Donc il y a évidemment une compréhension de la volonté parfois de payer la rançon quand on a l'impression qu'on ne peut rien faire d'autre. Le point de vue de l'ANSSI sur le sujet, de rappeler que ça peut être souvent une fausse bonne idée. Monsieur Granereau, merci de m'avoir laissé ce piratage de quelques minutes, mais je voulais pouvoir... Non, mais c'est avec plaisir, parce que c'est un bon complément d'information. Je ne l'ai peut-être pas assez précisé tout à l'heure qu'en effet, c'était lié à un dépôt de plainte. Hugues doit nous quitter d'ici 3 minutes, je crois. Est-ce qu'on peut encore prendre une dernière question ? Je suis absolument désolé, mais j'ai un rendez-vous qui était prévu de longue date à 18h et je vais être obligé de vous laisser. Par contre, je suis évidemment à votre disposition. Je pense que Philippe, tu peux laisser mes coordonnées sans aucune difficulté. S'il y a des sujets ou des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler et j'y répondrai avec grand plaisir. J'interviens assez régulièrement sur des forums pour essayer justement de faire un peu de pédagogie, d'évangéliser le risque cyber et fraude auprès du tissu économique local qui est souvent TPE, PME avec un risque souvent méconnu. Mais on apprend, en fait, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité parce que nous, on est finalement entre le client et les compagnies. Et les compagnies ont souvent des stratégies des fois incompréhensibles, changent de braquet d'une année sur l'autre. On essaye, nous, de rester sur notre cap, de cartographier les risques, de les identifier et de les sérier de telle sorte qu'on puisse ne rien oublier, d'avoir toujours une solution à apporter, que ce soit en cyber ou en ligne financière, en fraude ou en affacturage, en assurance crédit, bref, d'essayer de rendre l'entreprise plus pérenne, moins vulnérable et plus sécure. Un grand merci Hugues, on te libère. Merci à vous. Et puis on reviendra vers toi s'il y a des questions. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Hugues.